Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci, nous allons parler plateformes de streaming puisque nous allons parler de la nouvelle sortie de Disney+. Une sortie qui était un petit peu inattendue puisqu'elle a été annoncée très dernièrement à la D23 et qui sort un petit peu des sentiers battus par Marvel jusqu'à présent puisque nous sommes dans l'univers Marvel. Nous allons bien évidemment parler de Werewolf by Night, la nouvelle sortie Marvel Studios. Un petit épisode ou un petit film, on verra qu'il y a différentes perceptions par rapport à cette œuvre spéciale pour Halloween, spéciale pour le mois d'octobre, donc personnellement je suis à fond, comme vous pouvez le voir. Qui a de quoi vous surprendre, on en parle juste après le générique. Alors, Werewolf by Night est sorti le 7 octobre 2022, donc hier, si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, sur la plateforme de streaming Disney+, qui est donc la plateforme de streaming de Disney et de Disney Company. C'est un film court-métrage épisode, en fonction de comment vous allez le percevoir, de 1 heure, qui se catégorise dans le genre action, épouvante, voire horreur, mais moi je resterai plutôt sur de l'épouvante. À la réalisation, nous avons Michael Giacchino, j'espère que je prononce bien son nom, qui n'est pas du tout réalisateur habituellement, puisque normalement il est compositeur pour des films, des séries, des courts-métrages, voire même des jeux vidéo. Il a composé certaines bandes-sons que personnellement j'adore, notamment la bande-son du jeu Medal of Honor. Il a également composé pour certains Call of Duty. Il a beaucoup travaillé avec J.J. Abrams, notamment sur ce film Super 8, dont j'aimerais qu'on parle un jour parce que c'est un film qui m'avait laissé un très bon impact à l'époque quand je l'avais découvert. Et il travaille également beaucoup avec Disney et notamment avec la branche Pixar de Disney. Il a travaillé sur les musiques de Ratatouille, il a travaillé sur les musiques de Vice Versa et il a eu un Oscar et un Golden Globe pour l'incroyable musique et l'incroyable bande-son du film Là-haut qui est juste génialissime. Ces musiques de Là-haut qui sont iconiques. Aux premières notes, tu reconnais Là-haut et puis tout le passage, surtout au début, la rencontre entre Carl et Ellie qui est extrêmement touchante, qui est accompagnée par cette bande-son. Enfin, franchement, c'est un Golden Globe et un Oscar qui sont très amplement mérités pour cette bande-son. Il a aussi, d'ailleurs, également travaillé sur des attractions et des musiques d'attractions de Disney, notamment l'attraction Ratatouille qu'on peut trouver à Disneyland Paris. Donc c'est un compositeur de musique qui est reconnu, qui a composé des bandes-sons extrêmement connues et qui est très doué dans son domaine. Sauf que cette fois-ci, il sort complètement de sa zone de confort pour prendre la chaise du réalisateur pour ce film moyen-métrage de 1 heure. Au casting de ce film un petit peu original dans le milieu du monde Marvel, nous avons tout d'abord Laura Donnelly. Alors Laura Donnelly, moi je la connais principalement parce qu'elle a joué dans la série Outlander qui a commencé en 2014, qui est une série extrêmement connue. C'est une actrice qui pour le moment n'a pas réussi à vraiment se faire un chemin jusqu'à de très grosses productions cinématographiques, enfin destinées en tout cas au cinéma, mais elle a quand même réussi à se faire une certaine place grâce à cette série. On a également Gael Garcia Bernal. Alors lui, on l'a déjà vu dans un film de Monsieur Night Shyamalan puisqu'il est dans le film Old. C'est malheureusement un film qui est sorti en 2021, qui a pas pu sortir au cinéma. C'est pas forcément un film de Monsieur Night Shyamalan qui a été reçu, qui a en tout cas été accueilli comme on a l'habitude de voir accueillir les œuvres de ce réalisateur, mais en tout cas si vous l'avez jamais vu, je vous recommande le film Old. Il est étrange et très intéressant et très intriguant. Il est peut-être pas à la hauteur entre guillemets des autres productions du réal, même si en soi il a produit Avatar le dernier maître de l'air, donc voilà. Mais c'est un film qui est très intéressant. Et Gael Garcia Bernal, il est également la voix de Hector dans le film Coco de chez Pixar. On termine avec une autre actrice majeure du casting qui est Harriet Sanson Harris. Harriet Sanson Harris en 2020 elle était dans le film Baby. Alors je ne l'ai pas vu, mais le fait de faire des recherches sur cette actrice m'a rappelé que j'avais envie de le voir. Donc si jamais vous avez vu le film Baby, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je me rappelle qu'à sa sortie, lorsqu'il était apparu sur les réseaux, il m'avait intriguée et finalement je l'ai pas vu depuis, mais je me souviens que c'était un film qui m'avait intriguée. Et elle a également joué dans petit clin d'œil pour Guillaume fait son cinéma et surtout à nos lives du dimanche soir, elle a également joué dans le film de 97 qui adapte la série Arabesque. C'est très important pour Guillaume fait son cinéma qu'on en parle, donc c'est fait. Alors que nous raconte ce Werewolf by Night qui est un petit peu sorti de nulle part et qui est apparu à la D23 comme ça. C'est un film qui se propose d'adapter un personnage issu de comics comme tous les films de l'univers Marvel, mais dans une ambiance un peu plus noire et un peu plus
Halloween, c'est d'ailleurs je pense pour cela qu'il sort en octobre. Nous sommes projetés dans un univers où les monstres existent, les loups-garous, les vampires, etc. Et ces monstres sont chassés par des chasseurs de monstres qui forment une sorte d'organisation un petit peu anonyme, un petit peu secrète. Or, dans le film qu'on nous présente, cette organisation a perdu son chef de la famille Bloodstone, une famille très importante dans ce milieu-là, et ce chef portait autour du cou une amulette sacrée, une pierre magique, bref, un truc qu'il va falloir redistribuer à un potentiel héritier. Un ensemble de chasseurs vont se retrouver au manoir Bloodstone et vont être mis en compétition. Ils vont tout simplement être confrontés dans un labyrinthe à une créature mystérieuse et terrible qu'ils vont devoir tuer pour récupérer la pierre et prouver qu'ils sont les dignes héritiers du défunt chef du groupe des chasseurs. On est sur une histoire assez classique et à la fois très intrigante, un univers de monstres, bref, de quoi faire frissonner pour le mois d'octobre et pour Halloween, et de quoi nous changer un petit peu de nos habitudes dans l'univers de Marvel. Au niveau de la direction artistique, le film se propose de rendre hommage à tout un monde du cinéma horrifique et un monde du cinéma de genre, voire même un monde du cinéma de série B comme on dit, en proposant un film en noir et blanc extrêmement théâtral, extrêmement orchestral, avec toute une BO, etc. Bref, un hommage à tous ces films d'antan, à ces créatures d'ailleurs qui peuplaient les films d'antan, le loup-garou, le vampire, qui sont des créatures du folklore culturels et qui sont passés dans le cinéma et qui ont animé les films de genre, notamment dans les années 50, 70 et encore aujourd'hui. Je vous ai fait un top 10 complet sur les films de vampires, donc c'est encore un sujet très actuel. Et je trouve ça extrêmement original de la part de Marvel de proposer un film en noir et blanc. Comme vous le savez, je suis une grande défenseuse du noir et blanc. Je vous en ai parlé beaucoup récemment, puisque je vous en ai parlé quand je vous ai parlé du film Blonde, je vous en ai parlé quand je vous ai parlé du film Thor 4. C'était une des très rares qualités du film Thor 4, j'insiste sur le terme très rare. C'est une des très rares qualités du film Thor 4 de proposer des passages en noir et blanc qui étaient assez élégant. J'en ai parlé quand je vous ai parlé du mon top 10 vampires parce qu'il y a de très bons films de vampires qui datent de la période du cinéma en noir et blanc et qui sont somme toute excellents. Personnellement, je trouve que le noir et blanc est sous-estimé et je suis super contente qu'une franchise comme Marvel et comme la Disney Company nous propose un film entièrement en noir et blanc. Entièrement... Bref, on reviendra sur ce point-là. Donc franchement, le noir et blanc, dès le départ, ça plante une ambiance. Il y a une patte qui est différente visuellement. En fait, je trouve que le noir et blanc, c'est quelque chose qui est très élégant et qui nous permet de voir l'image différemment. Et d'ailleurs, j'ai apprécié que le film ne soit pas entièrement que en noir et blanc, je vais pas vous en dire plus, mais voilà, qu'à un moment il y a un certain changement dans l'image, parce qu'on voit cette différence de perception qu'il y a entre le noir et blanc et la couleur. Maintenant, à l'inverse de Blonde, ici, la dichotomie entre le noir et blanc et là où les couleurs qui sont utilisées ont une symbolique visuelle. Au-delà de ça, le film est kitsch et old school à souhait. Déjà, les décors sont très intéressants parce qu'ils nous montrent plusieurs périodes architecturales. On commence avec un décor très typé années 30, un petit peu période art déco, etc. qui m'a d'ailleurs énormément fait penser à toute l'esthétique qui a été développée pour la Tour de la Terreur à Disneyland Paris. Alors je sais pas si le parallèle est volontaire, mais il y a vraiment quelque chose qui ressemble, la voix off, l'esthétique qui est montrée, etc. C'est très très proche, mais personnellement j'ai beaucoup apprécié ce début d'épisode très années 30. Et un peu plus tard, on va approcher une esthétique beaucoup plus années 60, une approche plus postmoderne, un petit peu design si vous voulez. Et je trouve ça intéressant que les deux soient approchés par le noir et blanc, parce que déjà, le noir et blanc a duré dans le cinéma. Le passage à la couleur n'a d'ailleurs pas aussi rapidement qu'on le pense annihilé le noir et blanc du cinéma, et je suis contente de le voir revenir. Mais en plus ça nous montre que le film essaye de balayer quand même assez large au niveau de son esthétique et j'apprécie ça. En plus les décors sont travaillés, on a des petits détails, on a des petites mimiques, on a une lumière. Forcément quand on fait du noir et blanc la lumière est très importante, la lumière sur les visages, la façon dont sont éclairées les différentes actions, etc. J'ai beaucoup apprécié le travail sur l'image et évidemment le travail sur les décors qui y participent amplement. Au niveau des costumes, on a également des éléments très intéressants, notamment la dichotomie entre les costumes de la famille du manoir Bloodstone et les chasseurs qui viennent de l'extérieur, puisque les chasseurs qui viennent de l'extérieur du manoir ont des costumes plutôt modernes, plutôt dans nos codes modernes actuels, alors que les personnes qui travaillent dans le manoir Bloodstone, qui semblent être coincées dans une sorte de passé éternel, si l'on peut dire, ont des costumes beaucoup plus old school, qui sont plus accordés à la déco locale, on va dire. C'est ce qui personnellement m'a poussé par exemple à penser que ce film ne se passerait pas forcément dans le passé comme on peut le prédire de par le noir et blanc, ou comme on peut le prédire de par les décors des différentes scènes. Déjà on voit bien qu'on a plusieurs périodes architecturales, on passe des années 30 aux années 60-70 d'un plan à un autre, donc on ne sait pas forcément sur quel pied danser au niveau de la temporalité du film, et pareil au niveau des costumes, avec certains qui ont des costumes très modernes, et d'autres qui ont des costumes avec un style beaucoup plus ancien. Donc je trouve intéressant que le film joue sur ces codes-là pour nous faire une sorte de confusion au niveau temporel. En fait, visuellement, de par les codes qui nous sont montrés, on sait pas vraiment où se situer temporellement, on sait pas où il est ce film dans la temporalité, on va dire, même Marvel, mais au-delà de ça, quoi. Encore assez old school et j'ai beaucoup apprécié les créatures. Donc on voit
plusieurs créatures, je ne vous en dirai pas plus. Les créatures, je trouve qu'ils leur ont gardé ce style d'antan et j'apprécie vraiment. Déjà parce que ça colle à l'image qui apparaît dans les comics, hein. Jack Russell qui est le personnage qui apparaît dans ce film, il est apparu dans un comics en 1972 pour la première fois. C'est un personnage qui a quand même connu un passé un petit peu old school avec un style à l'ancienne et le fait qu'ils aient gardé ce style-là pour les créatures, je trouvais ça vraiment sympathique et on va dire ça fait un petit peu retour aux sources que personnellement moi j'apprécie. J'aurais pas aimé qu'ils les fassent dans des CGI trop prononcés avec un côté extrêmement numérique, je trouve que ça aurait pas du tout collé à l'intrigue et c'est souvent le risque avec une production Marvel. On l'a vu tristement avec la série She-Hulk, mais d'une manière générale, quasiment tous les films Marvel exploitent au maximum les CGI et les nouvelles technologies d'effets spéciaux. Et là le fait que ce soit pas prédominant et qu'ils ne fassent pas ce choix-là, je l'ai beaucoup apprécié. Passons à la BO et à la VO. Donc déjà la musique, bon nous sommes quand même sur un film qui est réalisé par un compositeur, donc il me semblait évident que la musique aurait une place importante dans ce film et c'est le cas et la musique est super agréable et super accompagnante. La musique elle aussi elle joue sur les codes de différentes périodes puisqu'on fait une ouverture sur un code quasiment années 30, années 40 au niveau de la musique et la façon dont le film s'ouvre avec cette voix off très présente etc. Et ensuite elle évolue pour accompagner l'action et pour accompagner l'évolution on va dire temporelle du film. J'ai trouvé ça très intéressant, toutes les musiques sont extrêmement bien choisies, petit coup de cœur pour le choix de la musique de fin que j'ai trouvé exquis. Franchement la fin elle est exquise. Je veux vous en reparler mais j'ai beaucoup apprécié la façon dont se termine cette heure de film. T'as l'impression d'ailleurs que c'est trop court, hein. C'est bien triste mais franchement t'en voudrais plus. Tellement c'est original, tellement c'est sympathique, tellement c'est agréable, tellement c'est le petit bonbon vous voyez. Et en plus cette fin là, cette petite note de fin je l'ai trouvée très appréciable, même s'il y a 2-3 points sur lesquels on va revenir. Donc je trouve que les choix de musique et le choix de la bande son sont très agréables. Déjà il y a cette ouverture extrêmement tonitruante qui nous fait rentrer directement dans l'action, directement dans l'ambiance. On est à fond et ne serait-ce que les yeux fermés avec la musique, on sait déjà dans quel genre de film on s'inscrit et moi j'aime beaucoup cette approche là. Mais petit à petit elle évolue et elle tend vers autre chose et en fait tout le film est une sorte de transition de période en période et je trouve ça extrêmement agréable à suivre et j'ai trouvé ça également extrêmement agréable à écouter. Ensuite, concernant le film, je l'ai regardé principalement en VO, j'ai juste testé un petit peu la VF sur la fin, c'est l'avantage d'être chez soi et pas au cinéma. Honnêtement, les deux passent très bien. J'ai beaucoup apprécié la VO que j'ai suivie durant tout le film, mais la VF passe très bien, je trouve, pour quasiment tous les personnages, donc c'est pas particulièrement gênant. Moi, personnellement, si je suis en situation de plutôt regarder en VO, je regarde plutôt en VO, mais là, pour le coup, il y a rien de choquant dans aucune des deux versions. On passe au rythme et j'y ajouterai également un point sur la mise en scène et sur l'acting puisque le tout joue ensemble. On a un concept de film qui tourne autour du huis clos, c'est-à-dire que les chasseurs sont enfermés avec la créature qu'ils doivent chasser pour remporter le trophée final si vous voulez, et tout cela est enfermé dans un huis clos. Moi j'aime beaucoup le schéma du huis clos puisque ça nous permet de nous concentrer sur quelques lieux distincts mais de bien suivre l'action et d'avoir un entre-soi des personnages qui permet de bien montrer les liens entre eux et de bien développer les caractères des personnages principaux. Là je trouve qu'en 1 heure ils ont quand même réussi à bien nous planter le décor, bien nous planter les caractères. Alors effectivement ils sont relativement stéréotypés pour certains, mais on voit quand même qui est qui et qui joue quel rôle dans cette histoire. Les personnages principaux en tout cas eux sont bien développés et ils arrivent à prendre ce temps sur seulement 1 heure de film, donc je trouve ça très bien. Après ce qui aide c'est qu'on a une base d'acting qui est très théâtrale, inscrit totalement dans la démarche des films auxquels ils essayent de rendre hommage ici, hein, les films des années 50, 60, 70, avec un acting qui était beaucoup plus théâtral que celui qu'on peut connaître aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il s'inscrit un petit peu là-dedans, en particulier le personnage de Harriet Sanson Harris qui est très théâtral dans sa démarche et qui m'a fait un petit peu penser à certains personnages de American Horror Story que j'apprécie par ailleurs. J'ai bien aimé ce côté-là et ça nous permet d'avoir des traits bien distincts pour les personnages et de bien savoir dès le départ où est-ce qu'on campe et qui est qui en gros. On a des chorégraphies de combat qui sont sympas, il n'y a pas tant d'action que ça, il n'y a pas tant de combats que ça, mais les combats sont bien maîtrisés, ils sont surtout rythmés par la musique qui accompagne bien chaque scène, ce qui fait qu'on a quand même l'impression que ça avance et que ça se déroule et qu'il y a de l'action, alors qu'au final, si on se pose et qu'on y réfléchit, il n'y a pas tant de moments d'action que ça pour un film de chasse. Donc il y a une grande efficacité dans le rythme, mais il y a surtout un intérêt pour la mise en scène qui fait qu'on a quelques plans qui sont vraiment très beaux et qui participent vraiment à la construction visuelle du film. Je pense notamment au plan de la cage, mais surtout au plan de la porte qui se ferme. Il y a un plan fixe, une porte qui se ferme et qui est vraiment, j'ai beaucoup aimé ce plan. Tout d'un coup il coupe l'action, enfin il coupe complètement, il change pas par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'alors et j'ai beaucoup aimé ce plan, j'ai beaucoup aimé comment il rythme et j'ai beaucoup aimé comment il participe au rythme. C'est vers la fin on va dire du film, je l'ai beaucoup apprécié, puis il y a du sang aussi et pour un film d'horreur en noir et blanc, Marvel se lâche sur le sang.
Là, clairement, Marvel se lâche sur le sang. C'est bon, c'est noir et blanc, allez-y. Là, on balance des seaux de sang, là, on y va, on veut de la gicler. Franchement, j'ai trouvé ça très appréciable. Moi, je suis pas du tout gênée par la vision du sang au cinéma, comme vous le savez probablement. Mais pour les gens qui seraient gênés par les aspects un petit peu gore, là, pour le coup, le fait que ce soit en noir et blanc, ça temporise un petit peu la violence de potentiel d'une scène où du sang apparaît. Et là, ils y vont. Et c'est appréciable aussi. Et tout ça, cette mise en scène, cet acting un petit peu théâtral et ce rythme qui est bien maîtrisé, ça fait que tu passes une très bonne heure de temps devant ce film et c'est un bon moment. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que fait cet ovni dans l'univers du MCU et du Marvel Studios? À quel moment des gens qui nous ont produit Thor 4, c'est-à-dire le truc le plus cliché et peu développé et peu intéressant et râler pâquerette niveau humour, niveau intrigue, niveau développement de caractère, etc. Ou encore pire, qu'ils nous ont pondu She-Hulk, puisque ce truc-là arrive quand même en même temps que She-Hulk est sur la même plateforme et par la même production de film. Comment des gens qui nous ont produit Thor 4 et She-Hulk peuvent nous produire ça d'un coup et nous dire ces trucs-là, c'est le même univers. Werewolf by Night et She-Hulk, c'est pareil, c'est le même univers. C'est quand même très particulier, mais je trouve ça très intéressant. Donc je vais pas vous faire une vidéo pour resituer où on en est dans le MCU, puisque j'ai fait une vidéo résumée pour la Infinity Saga, donc phase 1, 2 et 3, et une vidéo pour où nous en étions de la phase 4 avant que Doctor Strange 2 ne sorte en mars dernier, février, mars, je sais plus exactement quand c'est sorti, mais en début d'année, donc je vais pas en refaire une. Mais en tout cas, la phase 4 commence à être assez chargée, avec des séries qui sont un petit peu, on va dire, hors sol, comme la série Moon Knight, qu'on sait pas encore trop où situer, et avec un paquet de films qui introduisent soit de nouveaux personnages, soit des évolutions particulières pour ces différents personnages. Donc en soi, la phase 4 commence à être assez chargée, et on y ajoute donc ce Werewolf by Night qui sort un petit peu de nulle part et qui dénote dans le paysage Marvel, même si c'est clairement pour le mieux. En soi, si vous regardez le début de l'épisode, Werewolf by Night est annoncé comme un spécial de l'univers Marvel. Ils ont d'ailleurs fait un jingle particulier pour annoncer ce spécial édition, ce spécial épisode si vous voulez. Donc ça pourrait indiquer qu'il y en aura d'autres, des épisodes spéciaux comme ça, un petit peu hors sujet, qui sortent un petit peu du champ habituel des séries et des films Marvel. Et là encore, c'est pour le mieux. Moi personnellement, tu me dis qu'il y aura d'autres productions comme ça, franchement, je suis hype. Et c'est d'ailleurs pour ça, comme je vous le disais, que certains perçoivent ce film ou ce long métrage comme un épisode 1. Il y a d'ailleurs certains sites qui le présentent comme le premier épisode, soit d'une série qui s'intitulerait Werewolf by Night, soit d'une série qui s'intitulerait Les Spéciales de Marvel. Et c'est vrai que si on a d'autres films d'une heure, un peu moins, un peu plus, qui sortent d'ici là, une heure ça peut être une durée tout à fait correcte pour un épisode de série ou pour un épisode spécial. Donc si c'est ce qu'annonce ce Werewolf by Night, personnellement je suis hype. On voit aussi qu'ils se sont embêtés à faire un générique de lancement Marvel, donc vous savez le générique habituel où on voit les différentes scènes qui forment le mot Marvel là. On voit que pour cette espèce de générique là, ils sont embêtés quand même à le faire en noir et blanc, à ajouter des effets particuliers, donc ça peut nous indiquer que là encore c'est quelque chose qui compte réutiliser, ou du moins qu'il va y avoir d'autres projets dans ce style là, où on détournera un petit peu l'annonce Marvel Studios classique et habituelle pour des projets un petit peu différents, et là encore c'est plutôt encourageant. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, le personnage de Jack Russell qui est introduit dans cet épisode, c'est un personnage qui existe dans les comics. Alors je trouve ça horrible de l'avoir appelé Jack Russell alors que c'est une race de chiens. Mais bon, ça on n'en reparlera pas, voilà, c'est un fait. C'est donc un personnage qui est apparu pour la première fois en 1972 dans Marvel Spotlight, et il est également intéressant de savoir que le titre Werewolf by Night, donc le titre de cet épisode, c'est également le titre d'une série de comics dans l'univers des comics Marvel, et c'est notamment dans cette série de comics qu'est apparu Moon Knight, que nous connaissons puisqu'il a eu sa série éponyme dans l'univers de Marvel. Et c'est pas le seul à être dans cet univers un petit peu particulier du monde de Marvel, un petit peu plus sombre, pas forcément les héros de la lumière comme sont les Avengers, mais des héros un petit peu de l'ombre comme on peut l'être les Defenders. C'est pas le premier à apparaître. Il y a donc Moon Knight, il y a donc ce Jack Russell qui apparaît dans cet épisode, on a également le Ghost Rider que vous connaissez peut-être puisqu'il avait été incarné par Nicolas Cage dans des films qui ne sont pas canons à l'univers du MCU actuel. Également Hannibal King qui est un détective, qui est un vampire. Il y a Blade qui arrive très bientôt dans l'univers du MCU puisqu'il va avoir un reboot en 2023. Morbius qui a eu son film, bon cette fois-ci dans l'univers Sony, mais on sait que Sony et Marvel sont un peu en communication autour de ce sujet, donc on peut penser que même si le film Morbius appartient au Sony Universe, dont on n'a pas envie de parler par ailleurs, on peut penser que Morbius est un peu dans un délire qui va dans le même sens. Il y a Strange, qu'on connaît, notre Doctor Strange, et il y a le Chevalier Noir qui a été
teasé à la fin du film Eternals par le personnage de Kit Harington. Tous ces bonhommes-là, ils appartiennent un petit peu au même univers, sous-univers, sous-catégorie de l'univers Marvel, de l'univers du MCU. On va avoir les Avengers, on va avoir les Eternals, on va avoir d'autres machins, et il va y avoir d'autres groupes, donc qu'on peut appeler les Fils de Minuit, donc les Midnight Sun, mais qui vont avoir d'autres noms, avec d'autres combinaisons, avec d'autres personnages. Mais il va y avoir ce sous-groupe qui semble de plus en plus s'imposer dans le MCU. Sous alliance de héros, si vous voulez, qui ont plus le profil de anti-héros, puisque la plupart sont issus du monde de la nuit, du monde des monstres, etc. Le Ghost Rider, les vampires, les loups-garous, etc. Ils sont issus du monde des monstres, mais ce sont des anti-héros qui s'allient pour combattre le mal. Ils s'allient notamment pour combattre Lilith, la fille de Dracula, qui fait partie de pas mal de comics en rapport avec Doctor Strange, d'après ce que j'en sais, parce que je vous rappelle quand même que je ne suis pas du tout une spécialiste des comics. Mais moi, tout ça, je trouve ça super excitant et super intéressant, et ça donne un avant-goût. Alors, on a un goût de trop peu, clairement, dans ce film, parce qu'il ne dure que 1 heure, et qu'il est de qualité, et qu'il est en noir et blanc, et que c'est super sympa, et qu'il y a des idées, et que visuellement c'est intéressant, et que les personnages sont intéressants, et que t'as envie d'en savoir plus, mais ça te donne un avant-goût d'une potentialité qu'on pourrait avoir dans le MCU que je trouve hyper séduisante. Une sorte d'autre groupe de héros, plus sombre, plus dark, plus adulte, avec potentiellement du sang, avec potentiellement un style visuel et graphique plus intéressant, plus original, du noir et blanc, ce genre de choses. Moi, je trouve qu'il y a du potentiel dans cette histoire. Et ça me hype. Et je trouve ça intéressant. Et oui, le MCU patauge dans la semoule entre Thor et She-Hulk, là c'est un peu l'apocalypse, mais au milieu on a la petite graine de la créativité qui a fleuri dans ce film, et je trouve ça très cool. Je fais des métaphores terribles, mais je trouve ça très cool. Personnellement, moi, des hors-série, hors-sujet, hors-spécial, machin, des comme ça, j'en redemande. Allez-y, franchement, Marvel, c'est une super idée. Je trouve que c'était très bien. Et si je fais le bilan, ben écoutez, c'est un très bon film à sortir pour une soirée d'horreur, 1 heure tranquille pour se poser avec les potes. C'est un film qui est très sympathique, le noir et blanc, c'est très sympa de le remettre en avant. Je trouve qu'il fait appel à une nostalgie et à des codes qui sont très agréables à retrouver. Il fait appel à des créatures du folklore horrifique qui sont très agréables à voir, dont une qui est plutôt originale, et ça fait plaisir. La fin est très sympa, il y a de l'idée visuelle, il y a de l'idée au niveau du scénario, même si on est quand même sur quelque chose d'assez basique au niveau de l'histoire, mais c'est sympa quand même. On a un super accompagnement musical, on laisse sa chance à la réalisation à quelqu'un qui vient du milieu de la musique, et ça marche, et c'est cool. On a 0 scène d'humour malaisant, même si sur la toute fin, on sent petite odeur de phase 4. On sent une petite odeur de racontard au coin du feu entre Thor et Korg. Ouais, on sent ça sur la fin, mais ça va, c'est très fugace. C'est très fugace, mais on le sent, le petit côté phase 4 quand même. Mais c'est un hors-sujet qui fait plaisir à voir. Et moi, je suis très contente. Donc oui, il y a un goût de trop peu, mais je veux un TED et je veux d'autres épisodes comme ça. Marvel, vous m'avez fait très plaisir. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo sur Werewolf by Night jusqu'au bout, je suis très contente de mon visionnage. J'avais des attentes quand ils l'ont annoncé, puisqu'ils m'ont annoncé du noir et blanc et que forcément ça m'intéresse, mais je pensais pas être aussi agréablement surprise. J'avoue que maintenant je commence à être réticente et à être méfiante quand un projet Marvel arrive, et donc là du coup j'ai lancé en mode ah, n'aie pas trop d'attente, n'aie pas trop d'attente, n'aie pas trop d'attente, et c'était très agréable, c'était très sympathique, ça avait un goût de trop peu parce que ça ne dure qu'1 heure et qu'ils arrivent à nous tarter des films de 2 heures d'un ennui absolu, et qu'ils nous arrivent à nous tarter 8 épisodes de She-Hulk alors qu'il ne se passe rien, et là ils nous font un truc que d'1 heure sur un truc cool. Je trouve ça profondément injuste Marvel, mais s'ils veulent nous lancer d'autres épisodes spéciaux dans ce style-là, franchement, je suis preneuse. Si vous l'avez vu, s'il vous tente, si vous ne l'avez pas encore vu, si vous ne voulez pas le voir, laissez-moi un commentaire juste en dessous, ça fait toujours plaisir d'en discuter avec vous, dans le respect toujours, et évidemment, chacun a le droit de donner son avis, mais on n'a pas le droit d'être dans le jugement ou dans l'irrespect vis-à-vis de la vie d'autrui, et on reste correct sur le vocabulaire. Merci d'avance. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un petit like et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à activer la cloche. Déjà, ça fait plaisir, mais en plus ça vous permet d'être tenu au courant des futures sorties de vidéos, des sorties de posts communautaires et des lives. Moi, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage, peut-être en noir et blanc, et nous on se dit à très vite. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous faire une scène peu générique de contexte de tournage. Vous voulez voir mon chat? C'est ça. Ça c'est mon chat, et ça c'est son perchoir à chat. Et là il couine parce qu'il sait très bien qu'avant une vidéo, je donne la petite croquette pour que monsieur il soit content. Ça c'est la petite croquette. Et voilà. Donc elle a fait tomber ici ce couillonnasse. Il va se débrouiller. Non, là. Ici. Petit couillonnasse. Non, il n'y en a plus. Ah, plus.
Et en parallèle, je fais actuellement la queue sur le site Pop Culture pour acheter les pops de la convention d'automne. Voilà, donc il me reste 42 minutes d'attente, donc je pense que ce sera à peu près... Bonjour Jonas. Parce que ce sera à peu près au moment où je terminerai ma vidéo que je pourrai espérer acheter les exclusives que je veux si elles y sont toujours. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Et ne sont que des random numéro 4 pour un combat si vous voulez. Très intéressant. Petite pause parce que ça y est, je peux faire mon shopping. J'ai ma liste d'attente qui est terminée. Ah! Tout se casse la gueule. Ça y est, je suis fichue. J'achète pas n'importe quoi. Hein. Est-ce que j'ai tout ce que je veux? Franchement, je vais être tellement contente quand je vais les recevoir. Ce qu'il me fallait absolument, c'est Luffy sur son bateau. Les frères Itachi, les Itachi Brothers, là, de Ouran High Schoolers Club. Ça, Neville Longbottom qui se fait soulever dans les airs par les petits corrigans, là. J'en oublie une. Je sais pas pourquoi, je sens que j'en oublie une. Bon, il y en a une qu'ils n'ont pas, c'est celle de ce court-métrage-là que je voulais. Bon, c'est pas grave, parce qu'il y a un petit Sirius, vous comprenez, donc je voulais absolument. Mais ils l'ont pas, donc c'est pas grave. On va passer au règlement. Le moment où ça fait mal. Je sais pas pourquoi je vous explique tout ça, parce que je vous ai pas éteint. Oh, j'ai mon Luffy! Trop bien, je suis contente. C'est vraiment Luffy que j'avais peur de rater. Donc j'ai Luffy sur son bateau. Si commandé Eddie avec sa guitare de Stranger Things 4, qui est une exclusive que j'avais ratée et qui est re-rentrée in stock, donc je l'ai commandé. Reprenons la vidéo, parce que c'est pas tout ça, mais j'ai pas fini ma vidéo. Moi. Je sais même plus où j'en étais. J'en étais où? Et on y ajoute donc ce Werewolf Ball. C'était la vidéo avec les scènes post-génériques les plus bizarres. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. C'est peut-être le fait que je me remette de la maladie et je pète le feu là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo parce que c'est n'importe quoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo.